Merci Manu. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième séance. C'est une occasion de parler, vu que les situations sanitaires nous obligent à rester à la maison. Nous, on n'est pas capable, donc on sort avec la vidéo, avec des systèmes de connexion en visioconférence, mais on reste pas à la maison, on reste pas les mains à main et on essaye toujours de faire de la réparation. On a des réparateurs, on est né pour faire ça et donc il faut trouver des systèmes même dans des situations un peu bizarres. Aujourd'hui, je vais parler des pannes des centrales vapeur. Et bien sûr, c'est pas un cours de réparation, c'est l'occasion de se parler, de poser des questions, de proposer un échange. Je ne me sens pas un réparateur déjà navigué, mais je pense que j'ai toujours quelque chose à prendre. Donc, c'est vous aussi, vous avez des astuces. Il faut les écrire et on va les partager avec les autres. Parce que dans la réparation, ça que c'est important, c'est aussi les partages. Moi, quand je trouve une astuce, c'est la première chose que je fais, je le partage avec mes amis, mes copains, pour dire, voilà, on a trouvé un autre système pour faire une réparation. Les centrales vapeur, c'est pas un objet facile. Donc, comme dans d'autres, il y a beaucoup d'électronique et on verra comme c'est quoi qu'on peut faire dans le cas de Repair Café. D'abord, la sécurité. Donc, il faut toujours se souvenir de débrancher l'appareil avant de le démonter. Et avec les centrales vapeur, je vous dis aussi de faire attention. Si vous l'avez branché, qu'il a chauffé, et, à l'intérieur, il y a la chaudière qui garde la vapeur pendant longtemps, même 1 heure. Et donc, il faut faire gaffe. Si vous avez déjà fait chauffer la centrale vapeur, à attendre qu'elle soit bien refroidir avant d'ouvrir la vanne ou démonter des pièces sous la chaudière parce que vous risquez vraiment une explosion de vapeur dans la figure ou dans les mains et donc c'est très dangereux. Donc la centrale vapeur, c'est pas quelque chose de prendre à la légère, mais il faut vraiment faire gaffe. Donc toujours, c'est mieux d'utiliser des gants en caoutchouc et, et bon, et faire attention qu'il y a des appareils qui ont toujours des charges électriques, même s'ils ont des branchés. Alors, ça sont les les principales thématiques qu'on va aborder et on passe tout de suite. Vous voyez, il n'y a pas les composants électroniques, il n'y en a pas tous. Parce que c'est un domaine un peu trop vaste. Donc, j'ai pris les plus importants comme les fusibles thermiques parce que c'est quelque chose qui arrive souvent qui se casse, qui tombe en panne. Et donc, pour les autres, bon, ça vaut toujours les systèmes de réparation des composants électroniques comme les triacs, les résistances ou les autres. On va voir tout de suite les calcaires. C'est quoi le calcaire? C'est un produit chimique qui est dans l'eau naturelle, qui, si elle monte à une certaine température, quand il refroidit, il forme des incrustations. Donc, vous voyez là dans la photo le robinet, tout le truc blanc qu'il est autour sous le robinet, c'est du calcaire. Et ça forme à fur et à mesure qu'il est utilisé. Donc, dans un robinet, il se forme pendant quelques mois. Dans un fer à repasser, dans une centrale vapeur, ça arrive plus vite parce que l'eau elle est bien plus chaude. Pour faire de la vapeur, elle doit monter plus que 100 degrés et donc c'est là que ça forme plus de calcaire. Le calcaire, il peut être dangereux ou problématique
pour les centrales vapeur parce qu'il va boucher les trous de le fer à repasser où sort les vapeurs ou il va boucher la vanne qui ouvre la chaudière pour faire passer la vapeur. Donc, c'est quelque chose qui ça arrive souvent que des centrales vapeur tombent en panne parce que la personne l'a utilisé pendant longtemps sans faire de l'entretien. L'entretien, on le fait avec de l'acide citrique et pas du vinaigre. Le vinaigre, c'est trop agressif, donc vous risquez d'abîmer le caoutchouc qu'il est souvent dans la pompe. Dans la pompe, il y a un anti-retour en caoutchouc et avec le vinaigre, il va se détériorer ou il va se coller et donc la pompe ne fonctionnera plus. Donc, on utilise de l'acide citrique. L'acide citrique, on peut l'acheter dans les pharmacies ou dans des drogueries et ça coûte pas cher. 1 kilo d'acide citrique, ça coûte 8 euros et vous n'avez pour des années. Et on mélange 3 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau et pour faire un bon traitement de la centrale vapeur. Donc, vous prenez 3 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau chauffée environ à 60 degrés. Si l'eau est chaude, elle agisse mieux. Donc, c'est bien de la réchauffer avant de l'utiliser. On met 1 litre d'eau dans la chaudière de la centrale vapeur et on attend au moins une demi-heure qu'il fasse son travail. Après, on allume le fer, la centrale vapeur, on la fait chauffer et on fait sortir pendant une dizaine de minutes de la vapeur. Donc, la vapeur, elle est créée avec de l'eau, avec de l'acide citrique. Donc, elle va nettoyer tous les tuyaux de la centrale vapeur et les trous à la sortie du fer. Et ça, c'est le système pour nettoyage. Donc, on assure qu'il n'y a plus de calcaire à l'intérieur. Et normalement, on le fait chaque 3 mois sur une utilisation moyenne d'un fer à repasser chaque 2-3 jours. Sinon, on le fait plus fréquent si on utilise le fer plus fréquemment. Et là, on passe à la pompe. C'est quoi la pompe? C'est une pompe de ce type-là que vous voyez dans l'image en bas à droite. C'est une pompe qui fonctionne sur 220 volts. Donc, au pire, c'est quand vous allumez la centrale vapeur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de la pompe qui se met en marche. Vous pouvez la tester directement en faisant bien attention. Ça, c'est pas pour des débutants, mais c'est pour des gens un peu plus euh, avancés. Donc, on s'est testé la pompe sur le 7 heures directement. Mais ça que c'est important, c'est plutôt de voir, on peut démonter la pompe et voir, par exemple, s'il y a des crasses. Là, dans la figure de la photo en haut, on voit, ça c'est l'anti-retour de la pompe et il y a beaucoup de crasses qui se sont arrêtées là, sont de poils, de je ne sais pas quoi. Et donc, ça fait que la pompe ne fonctionne plus. À quoi ça sert la pompe? La pompe, ça sert pour envoyer l'eau qu'on met dans le réservoir de la centrale vapeur dans la chaudière pour la chauffer pour créer de la vapeur. Parfois, ça arrive que s'il n'y a pas assez d'eau dans la pompe ne fonctionne plus. Donc, vous entendez le bruit de la pompe qui se met en route, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que la pompe elle est vide. Il n'y a plus d'eau dans la pompe et donc il y a un petit cylindre métallique qui vibre, mais il n'arrive pas à faire bouger l'eau. Et donc, ça que j'utilise, si c'est le cas, un gros seringue de 60 mm, donc c'est vraiment un très grand seringue, pour forcer de l'eau dans la pompe, pour l'amorcer. Une fois qu'il est amorcé, il recommence à fonctionner. Et vous sentez que le bruit, ça change complètement
une pompe qui est vide, il y a de l'air dedans, et une pompe qui a de l'eau, ils font pas le même bruit. Donc, dans la pompe vide, il y a un bruit plus métallique, plus fort, plus aigu. Et dans la pompe avec de l'eau dedans, le bruit est beaucoup moins fort. Et donc, ça, c'est déjà un indice pour savoir que la pompe elle est vide et l'eau s'est vidée et donc elle va plus fonctionner. Mais en forçant de l'eau dedans, on peut la faire recommencer à fonctionner. Et il y a aussi des problèmes de calcaire dans la pompe parfois, donc c'est bien de faire de bons nettoyages. La pompe, au cas où vous démontez, vous voyez qu'il n'y a pas de bruit de tout quand vous allumez la centrale vapeur. Il faut vérifier si la pompe il est en bon état. La pompe fonctionne avec un bobinage et là, ils sont les deux contacts, vous voyez dans la photo en haut. Et il y a une bobine. Normalement, la bobine, ça sert pour faire bouger le cylindre à métal qui fait aller-retour à l'intérieur et il pompe l'eau. Mais il faut faire gaffe parce que vous voyez dans un cas, l'instrument mis sur ohm, donc on mesure la résistance de la bobine. Et dans un cas, on peut avoir 0, mais il faut alors renverser les bornes du testeur parce que parfois à l'intérieur du bobinage, dans la pompe, il y a une diode. Donc la diode, elle fait quoi? Elle fait passer la courant d'un côté, pas de l'autre. Et alors, on peut avoir que notre instrument, il nous dit qu'on a 0 ohm, donc ça veut dire que le fil est cassé, le bobinage est cassé, mais il faut renverser parce qu'on aura probablement une surprise qu'il est bon. Dans ce cas-là, on a 2,7 mégaohms et parce qu'il y a un diode à l'intérieur. Donc, il faut toujours vérifier en renversant les bornes du testeur. J'ai une petite question de Cathy concernant la pompe. C'était par Oui. rapport à la seringue. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser la seringue sans devoir démonter la pompe? Alors, oui, on peut utiliser la seringue à l'entrée. Ben, ça dépend, hein, parce que parfois c'est plus facile d'accès. Ça dépend comment la centrale vapeur elle est construite. Et alors, normalement, la pompe, il y a un tuyau à l'arrivée et on peut brancher la seringue dans le tuyau d'arrivée. Donc, on suit les parcours, on voit le réservoir, il y a le réservoir d'eau. Après, il y a un tuyau qui amène à la pompe. Dans la pompe, un autre tuyau, normalement, qui va à la chaudière. Donc, on peut débrancher les tuyaux qui arrivent à la pompe et mettre là la seringue. Ce n'est pas possible de le faire autrement. Sinon, on démonte et on met là à l'entrée de la pompe. Il y a d'autres questions pour le moment? Je vois que François écrit une question. Pour le test au multimètre, si c'est zéro des deux façons, ça veut dire qu'elle est KO. Oui, voilà, bien sûr. Oui, c'est oui, c'est donne 2 fois 0, ça va dire que la bobine elle est coupée à l'intérieur, donc la pompe elle peut pas fonctionner. Bien. Il y a autre question? On est encore en train d'écrire. Alors, François toujours, on ne sait pas remplacer la diode de la pompe, de la lampe, pardon. La pompe, Et c'est marqué. non, on ne sait pas parce que le diode elle est à l'intérieur fondu dans la plastique. Donc, j'ai jamais essayé, mais je pense que c'est pas faisable. On doit casser le châssis de la pompe. Et en plus, c'est pas le diode qui est pété. Normalement, c'est le fil de la bobine qui est coupé quelque part. Et donc, ce sont des dizaines et dizaines de mètres de fils tout fins. Et la réparer, c'est un sacré boulot. Si tu veux te lancer, pourquoi pas. Mais je conseille de changer la pompe, c'est un peu plus facile.
Parfait, je pense qu'il n'y a pas de questions encore pour l'instant, on peut continuer. Mais n'hésitez pas à continuer à écrire vos questions par écrit. Oui, alors on trouve une autre panne souvent, c'est l'électrovanne. La centrale vapeur, fondamentalement, il y a un réservoir d'eau. De là, à travers la pompe, l'eau va dans la chaudière. À la sortie de la chaudière, il y a l'électrovanne qui, quand vous appuyez sur le bouton du fer, ouvre l'électrovanne et l'électrovanne, il fait passer la vapeur qui arrive dans la semelle du fer. Donc, c'est très basique comme principe. C'est comme un peu une machine à café, sauf que vous ne faites pas du café. Mais ça ressemble comme fonctionnement. Et alors, l'électrovanne, il peut tomber en panne aussi. Alors, vous voyez dans la photo à haut que ça fonctionne sur 220, donc sur le secteur. Il n'y a pas de transformation de courant. Et on peut la tester directement, toujours faisant très attention. Donc, mais c'est plus facile de ne pas le faire. Bon, je veux dire, c'est un peu risqué, donc c'est pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut arriver? Dans un centrale vapeur, on peut avoir deux situations. Première situation, il n'y a pas de vapeur qui sort. Même quand vous appuyez sur le bouton du fer, il n'y a pas de vapeur qui sort. Ou l'autre situation, c'est qu'il y a toujours de la vapeur qui sort du fer, même si vous appuyez pas sur le bouton. Donc, ça veut dire quoi? Que dans le premier cas, soit l'électrovanne il est cassé, donc il ne fait pas son travail, il n'ouvre pas la sortie de la chaudière, soit il est bouché. Et si vous voyez dans les photos en bas, on a à gauche, ça c'est, vous voyez ici sur la photo à haut, il y a écrit 1 et il y a un truc métallique à dévisser. Donc si vous dévissez ça, vous arrivez à l'intérieur de l'électrovanne et vous voyez toute la crasse blanche qui est là, c'est du calcaire. Donc, même si l'électrovanne ouvre la sortie, la vapeur ne s'est pas sortie parce qu'elle est bouchée par le calcaire. Donc, à droite, on l'a nettoyé. Et vous voyez ici la situation normale. Donc, dans cette centrale ici, il y avait un problème, il n'y avait pas de vapeur. On a démonté, l'électrovanne fonctionnait, la pompe fonctionnait. Et quand on a ouvert l'électrovanne, on a trouvé vraiment des grosses crasses de calcaire. Et l'autre situation, il y a une troisième situation que je n'ai pas écrite parce que c'est pas le cas que vous rencontrerez ça dans un repas café parce que il y a pas trop de vapeur qui sort. Mais comme souvent les gens ne se rendent pas compte quand ils utilisent le fer à repasser, et donc c'est juste au moment qu'il n'y a plus de vapeur qu'ils comprend qu'il y a un problème. Mais sinon, juste à ce moment-là, ils vont continuer à utiliser le fer juste au moment qu'il n'y a plus rien qui sort. Donc, l'électrovanne, ça pourrait être une autre cause des pannes dans les centrales vapeur. Et c'est ça. Mais si la personne fait un bon nettoyage avec l'acide citrique, tous les crasses là, ils vont partir. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de conseiller aux gens qui viennent au Rebecca Café de faire du nettoyage régulièrement dans la centrale vapeur. Il y a des questions? C'est justement la question de Lick de savoir s'il fallait détartrer régulièrement pour éviter cet autre type de panne, mais je pense que tu viens de répondre à la question. Parfait. Oui, 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 bien sûr. On fait, selon l'utilisation de la centrale, on le fait plus souvent ou moins souvent, mais c'est toujours bien de le faire. Alors là, on parle de la résistance de la chaudière. Ça, c'est la chaudière. Là, on voit sur l'étiquette extérieure de la centrale vapeur, on a une valeur. Donc, on a le voltage
de la courant du secteur. Donc là, il dit qu'il peut fonctionner entre 220 et 240 volts. Le Hertz, bon, ça c'est notre donnée de la courant. Et ça qui nous intéresse, c'est plutôt ici, 2000-2400 watts. Ça, c'est la consommation totale, la puissance totale que la centrale vapeur va consommer une fois qu'elle est branchée et allumée. Ça va dire quoi? Bon, ça va dire que la résistance qui est dans la chaudière va prendre beaucoup de courant pour chauffer l'eau. Et plus elle est puissante, plus le réchauffement, ça va passer vite. Et c'est aussi la consommation. Donc, ce sont des données à prendre. Lire, savoir lire l'étiquette d'un appareil, c'est aussi important parce que ça peut nous donner des informations sur le bon fonctionnement de l'appareil. Et j'ai un appareil pour mesurer la consommation d'une électroménager. Et j'ai travaillé pour le petit rien. Et là, je faisais le test de tous les électroménagers qui arrivaient, qui étaient donnés par les gens. Et avec l'appareil, c'est un simple display, un écran, petit écran, qui nous montre la consommation. Et donc, déjà en lisant l'étiquette et regardant sous l'écran, si c'était plus ou moins la même valeur, je savais que l'appareil était en bon état. S'il y avait une grosse différence, bon, alors là, ça veut dire qu'il y avait un souci. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut mesurer déjà la résistance. Vous voyez, je mets les bornes du tester sous le contact de la résistance. Et j'ai une valeur, j'ai mis mon multimètre sur ohm, toujours ohm, on mesure la résistance. Et là, j'ai 37,1 ohms de résistance. Dans la résistance, il n'y a pas de diode. Donc, ça ne sert pas de renverser les bornes si vous avez zéro, parce que c'est un filament qui rentre dedans et sort par l'autre côté. Il n'y a rien d'autre. Et avec ça, avec ces valeurs-là, vous pouvez aussi comprendre s'il y a un souci dans la résistance, qu'il a perdu des capacités de chauffer. Et donc, vous faites un simple calcul. Vous prenez les valeurs des résistances, vous divisez la courant, donc de 120 volts, divisé 37,1, ça donne 5,92. Et ça sont les ampères. Par la loi de Ohm, nous trouvons les ampères. Donc, ça va dire 5,92 ampères. Et si je multiplie les ampères par la courant de 120, je trouve les watts. Donc là, vous voyez, c'est 1300 watts, plus ou moins. Et là, on a entre 2000 et 2400. Mais ça, c'est les valeurs totales. Donc, il nous manque quoi encore? Il nous manque les valeurs, la quantité de puissance utilisée par le fer. Et après, dans la prochaine slide, on verra que le fer, dans notre situation, ça prend environ 800 watts. Donc, 1300 plus 800, ça fait 2100 et on est dans les valeurs montrées sur l'étiquette. S'il n'y a pas de questions. Il y a une petite question qui Oui. ressort un petit peu, mais c'est par rapport à une centrale vapeur qui coule. Est-ce que le problème, il vient d'où le problème quand elle coule? Est-ce que c'est lié justement plutôt au réservoir, à la pompe? C'est quoi les problèmes les plus récurrents Et, quand une centrale vapeur coule? et la personne dit où ça coule, parce que Non. ça pourrait couler du fer, et alors c'est une question, ça pourrait couler dans la centrale, et alors c'est un autre problème. Si ça coule dans le fer, peut-être que le fer ne chauffe pas assez, et donc la vapeur, qu'il est à plus de 100 degrés, quand elle arrive dans le fer, il se condense, et alors il forme des gouttes d'eau. Si l'écoulement il est dans la centrale, donc là où il y a la chaudière, alors c'est un autre problème. Probablement, il y a une fuite d'eau de quelque part, mais ça, je ne sais pas dire où. Je peux devenir que c'est à la sortie
de la vanne, de l'électrovanne, normalement là, parce qu'il y a un tuyau qui est soumis à des hautes températures, parce que la vapeur elle sort à plus de 100 degrés, et donc avec le temps, il peut se brûler, abîmer, trouer, et donc on peut avoir une petite fuite d'eau après la vanne. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne. Est-ce qu'il a spécifié si on a où se trouve la fuite? Sirio ne répond pas, mais si Sirio a eu sa réponse ou pas, n'hésite pas à écrire un message dans la discussion. On peut continuer, je pense. Bon, là, on avance au cas où on revient. Alors, la résistance du fer à repasser. Là, on est dans la même situation avant. Donc, pour le tester, donc ça, on le teste. Si on voit qu'en allumant la centrale vapeur, le fer ne chauffe pas, et donc on va démonter le fer pour arriver à la résistance et on fait le test comme pour la chaudière. Donc, on met le multimètre sous ohm, on mesure directement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de diode, donc on peut brancher n'importe où. Et là, on trouve une résistance de 63,3 ohms. Et si on refait le calcul comme avant, on a 220 divisé 63, ça fait 3,47 qui sont les ampères. Et si on multiplie les ampères pour les volts, on a 763 watts. Donc, les deux valeurs rajoutées, ils arrivent plus ou moins aux 2000-2400 watts de puissance. Et avec ça, on sait que la résistance là, il est entière, il n'est pas cassé et en plus, il a son bonne valeur. Donc, il faut vérifier ça pour répondre à Ciréo. Peut-être que la résistance du fer, il a perdu sa puissance, donc le fer il ne chauffe pas assez et la vapeur, ça condense quand il arrive dans le fer qu'il est plus froide. Si vous avez déjà regardé bien le thermostat d'une fer à repasser, euh, il y a des températures plus basses et des températures plus hautes. Et c'est vers les températures plus hautes qu'il y a toujours indiqué le signe de la vapeur. Parce que si vous utilisez la vapeur à température basse, vous verrez de la condensation. Donc, au lieu de repasser les vêtements, vous ferez des taches d'eau sur les vêtements. S'il n'y a pas de questions, je peux continuer. Alors, dans le fer, il y a un thermostat. Comme je viens de dire, il y a des températures plus basses pour repasser, par exemple, des tissus plus délicats et des températures plus hautes pour arriver à repasser le coton, le lin ou d'autres plus costauds. Donc, le thermostat, c'est la roulette qu'on tourne avec des symboles. Et qu'est-ce qu'il fait? La roulette, il change. Vous voyez dans la figure en haut, la petite tige blanc verticale qui est là. Quand vous tournez, ceci c'est relié à la commande pour choisir la température. C'est une vis, donc il monte ou le diminue la pression sur cette barre-là. Et cette barre-là, si vous voyez les deux photos en bas, c'est les deux lamelles du thermostat. Donc là, c'est ouvert à gauche et à droite, c'est fermé. Qu'est-ce que ça peut arriver dans un fer à repasser? Que le fer ne chauffe plus. La chaudière fonctionne, mais le fer plus. Et alors, si le fer il a beaucoup travaillé, ça peut arriver que les deux lamelles que vous voyez là, quand ils s'ouvrent et se referment, il crée, comme il y a un passage de courant, il crée une étincelle. Et l'étincelle, c'est de la combustion, donc ça peut créer du charbon. Et le charbon, il va se déposer là, sur les deux côtés. Il forme une couche isolante et donc, à fur et à mesure que la couche augmente, on n'a plus de contact entre les deux lamelles. Donc, même s'ils sont fermés,
Et c'est comme si vous mettez un feuille d'isolant entre les deux, donc il n'y a plus de passage de courant. Et c'est pour ça que souvent, pas de le faire neuf, mais dans les plus anciens, il n'y a plus de courant qui passe, donc le fer ne chauffe plus. Et quoi faire? Bon, c'est très simple. On démonte le fer, on prend du papier de verre, comme ça, vous voyez, ces trucs jaunes, c'est le papier de verre, et on le fait frotter entre les deux lamelles. Une fois vers le haut, pour nettoyer la lamelle de haut. Une fois, on retourne les papiers de verre vers le bas et on frotte sur la lamelle de bas parce que la couche de charbon, normalement, elle est sur les deux lamelles. Et en faisant ça, on nettoie physiquement, on retire la couche et après, on va voir que ça va refonctionner à nouveau. Donc, c'est ces petites couches de charbon qui empêchent le passage de courant. Ça, c'est très récurrent, surtout sous les fers qui ont quelques années de travail. Et faites attention à ne pas démonter. Là, vous voyez le cylindre blanc qui est là, il y a une vis. Ça, c'est démontable, mais c'est aussi réglé à l'usine pour les valeurs de température. Donc, vous risquez, si vous démontez là, de ne plus avoir euh, euh, le bon niveau de température. Donc, quand vous mettez au minimum, peut-être qu'elle est déjà à moitié ou plus de sa puissance. Donc, vous risquez vraiment de euh, abîmer le thermostat. Donc, il faut surtout pas le démonter. Donc, c'est facile de le nettoyer avec du papier de verre. Donc, faites-le sans le démonter et ça, c'est beaucoup mieux. Et vous risquez pas de prendre de temps aussi parce qu'il y a toutes des petites pièces, vous voyez, tous les petits morceaux de matériel isolant. Et donc, vous risquez, il y a là aussi ça qui ressemble à un champignon blanc. C'est des petites pièces, vous risquez de les faire tomber et passer du temps pour les remonter et ça sert à rien. Il n'a pas besoin. Et là, on arrive au fusible thermique. Ça, c'est typiquement une panne dans tous les électroménagers qui produisent de la chaleur. Et un fusible thermique, c'est quoi? C'est comme un fusible. Donc, ça veut dire qu'il fait passer de la courant ou il se coupe dans certains cas. Et vous voyez dans la petite image là, à l'intérieur de cette cylindre, il y a des composants tenus ensemble pour des matériaux qui font et des ressorts. Et s'il reste dans une valeur de température qui est marquée sur l'extérieur, là par exemple, le CADO, il est à 133 degrés centigrades. Donc ça veut dire que le fusible il est taré pour fonctionner juste à 133 degrés. Au cas où la température, par exemple, là, ils ont monté sur la chaudière. Ça, le carré là, c'est la chaudière de la centrale vapeur. Et ici, vous avez deux fusibles thermiques mis un à côté de l'autre. Parce que c'est pour la sécurité. Donc, au cas où il y a un problème et la chaudière, il commence à chauffer plus que 133 degrés, bon, je ne sais pas là c'est quelle valeur, hein, on va dire on prend 103, 133, s'il chauffe plus que 133 degrés, les fusibles thermiques, ils font, donc les matériaux qu'ils ont à l'intérieur font, il n'y a plus de passage de courant. Et comme la résistance ici de la chaudière, il est mis en série, vous voyez là le câble bleu, il vient ici, il passe dans le fusible thermique, il ressort, il va à la borne de la résistance. Et donc, ça va dire qu'au cas où il chauffe trop, les fusibles ils pètent et il n'y a plus de courant qui arrive à la chaudière, à la résistance, donc il ne peut plus chauffer. Et dans ces moments-là, il va refroidir. Mais il ne fonctionnera plus parce que le passage de courant, à ce moment-là, il est interdit parce que les fusibles ne fonctionnent plus, ils ne laissent plus passer le courant. Et ça, c'est uniquement une question de sécurité.
Donc, les fabricants, ils ont dit, bon, au cas où il y a un problème, il y a un souci, qui commence à trop chauffer, avant de déclencher un incendie, c'est bien de mettre en sécurité l'appareil qui va plus fonctionner. Il y avait d'autres systèmes, parfois on le trouve dans les sèche-cheveux, que ça arrive plus souvent de surchauffer. Et alors là, il y a un fusible, c'est plutôt un interrupteur thermique. Donc l'interrupteur, il coupe, c'est le sèche-cheveux, ça chauffe trop, mais après une demi-heure, quand il refroidisse, il redevient, il se referme et donc il laisse passer encore le courant. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, ils sont à changer. Une fois qu'ils ont pété, on ne sait rien faire. Donc, il faut les changer, mais faites attention avec un autre fusible thermique de la même valeur. Au pire, si vous n'avez pas la même valeur sur vous, vous pouvez utiliser un autre fusible thermique avec une valeur plus bas, jamais plus haut. Plus bas parce que ça risque de péter plus vite, mais vous risquez pas de dépasser les limites du constructeur. Par exemple, si là il est mis à 133 degrés, je pourrais bien utiliser un fusible thermique de 125 degrés. J'ai pas de souci, ça veut dire peut-être il va péter plus vite. Mais si je mets un 150, je risque de faire créer un incendie, un problème, parce que le constructeur il a décidé cette valeur, et si je dépasse vers le haut, donc vers une limite plus haut, je risque qu'il s'arrive quelque chose, et alors là, je suis responsable de mon réparation, et je fais jamais ça. Donc, en valeur plus bas, c'est possible, mais pas plus haut. Et pour tester une fusible thermique, vous prenez votre tester, vous le mettez, si vous l'avez, sur le buzzer, donc le petit haut-parleur qu'on voit là, et quand vous mettez les bornes sur les deux côtés du fusible, à droite et à gauche, vous avez les bruits. Donc, le bruit, ça va dire qu'il y a la continuité à l'intérieur du fusible. Si vous n'avez pas le buzzer, vous le mettez sur les ohms, donc une valeur de résistance. Vous mettez les bornes sur les deux côtés du fusible et vous aurez zéro ou presque zéro de valeur de résistance. Si les valeurs elle est infinie, ça veut dire que le fusible ne fonctionne plus. Et autre chose très importante à dire, après je termine, c'est qu'il ne faut pas souder. Si vous voulez remplacer un fusible thermique, il ne faut surtout pas le souder. Parce que vous voyez là, les températures, ils ont environ 150, 250 degrés. Mais une soudure, ça, à l'étang, ça arrive toujours vers les 300, minimum 300 degrés. Donc, ce que ça arrive, que vous mettez le fusible, vous le soudez, et le fusible pète. Donc, vous allez répéter cette opération des milliers de fois sans réussir. Et donc, c'est bien de faire une connexion mécanique entre les fils, vous voyez dans la figure le fil bleu et la borne du fusible. Vous faites deux crochets, vous les mettez ensemble, vous serrez et après vous faites une connexion mécanique et pas une soudure. Je pense que j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions, Manu? Il n'y a pas de nouvelles questions, par contre, il y avait Sirio qui a perdu un peu le fil de la réponse de tout à l'heure, donc par rapport à un fer à souder qui coule. Tu pourrais essayer de répéter quelles seraient les options à suivre Oui, pour le diagnostic de cette fuite. oui. Tu as dit un fer à souder, mais c'est un fer à Pardon, repasser, pardon. mais ça arrive à tout le monde. Et donc, j'avais dit, s'il y a un fer repassé qui coule, s'il coule dans le fer, ça pourrait être qu'il ne chauffe pas assez. Et donc, la vapeur qui arrive à plus de 100 degrés, quand il arrive dans le fer qui est plus froide, ça condense et donc crée des gouttes d'eau. Et si c'est dans la centrale vapeur, là où il y a le réservoir d'eau et la chaudière, alors ça pourrait être il y a une fuite. Et ça, il faut démonter
et voir. Déjà, à l'œil nu, on voit s'il y a une fuite dans la centrale vapeur. On voit bien parce qu'il y a des traces de calcaire là où on ne devra pas être. Par exemple, à la sortie de la vanne de la chaudière. Là, souvent, c'est là que le tuyau qui ont en caoutchouc, il prend trop de chaleur et après un certain temps, il s'endurcit et devient plus fragile. Et donc, parfois, il y a des fissures. Et donc, c'est là que l'eau sort. Alors, il y avait aussi une question de Thomas qui dit qu'il a récupéré une centrale vapeur qui fait sauter les plombs dès qu'on l'allume. La résistance de la chaudière a l'air ok et le câble d'alimentation a l'air bon aussi. Le fusible thermique conduit toujours. Que devrais-je vérifier ensuite? Et François lance une idée, peut-être un problème de masse. Oui, c'est toujours un problème de masse. Il y a une fuite à la terre. Donc, ça, c'est pour ça que les différentiels sautent. Mais j'ai une petite astuce et ça fonctionne souvent, pas toujours, mais on peut essayer. Donc, vous prenez une rallonge, vous retirez le fil de terre et vous branchez la centrale vapeur. Ça marche aussi bien avec les grille-pains ou les machines à gaufres, puisqu'il y a ce type de résistance que vous voyez ici dans l'image, dans la photo. C'est un filament de tungstène ou autres matériaux noyé dans du plâtre ou de la céramique. Et qu'est-ce que ça passe? C'est que s'il y a de l'humidité à l'intérieur de la résistance, le filament, il fait passer de la courant vers l'extérieur de la résistance, que c'est métallique, et là, il est relié à la terre. Donc, il y a un passage de courant entre le filament intérieur et la terre. Et c'est ça que le différentiel va péter parce qu'il voit qu'il y a une fuite. Donc, pour protéger le système, il fait sauter le plomb. Mais comment on peut faire? Je disais, vous prenez une rallonge, vous retirez le fil de terre, vous pouvez même la couper, et vous branchez l'appareil sur cette rallonge sans la terre. Et normalement, les plombs ne vont pas sauter parce qu'il n'y a plus la terre, donc le différentiel, il ne voit plus la fuite, même il y a toujours. Mais vous faites chauffer et surtout, vous ne touchez pas à l'appareil. Quand vous faites ça, vous prenez des gants en caoutchouc pour éventuellement toucher, mettre la prise et vous laissez 10 minutes ou 15 minutes l'appareil branché. Et de cette façon, qu'est-ce que ça passe? Que la résistance va bien chauffer. S'il y a de l'humidité, il va sortir, va évaporer. Et donc, une fois fait ça, vous refaites le test. Donc, vous rebranchez l'appareil sur une prise avec la terre et normalement, si ça marchait, les plombs ne vont plus sauter parce qu'il n'y a plus la fuite. Mais il faut retirer le fil de terre pour faire cette opération parce qu'il faut donner le temps à la résistance de se sécher. Sinon, vous aurez toujours le même problème. Je ne sais pas si c'était clair, l'explication. Oui, apparemment, Thomas a bien compris. Il y a juste François qui voulait, pour être sûr, de demander pourquoi mettre une rallonge à la suite du fil de la machine, pas le faire en branchement direct. Je pense que tu as un peu répondu justement. Oui, parce qu'un branchement direct dans la prise, tu as toujours la terre. Si tu sais retirer le fil du terre de la prise, ça va. Mais c'est plus facile de le faire sur un rallonge. Parfait, ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On a un peu tiré sur votre temps de midi. Donc Oh, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette deuxième petite formation. Donc on en propose encore sur les temps de midi du reste de la semaine. Donc demain c'est le thème du grille-pain, si je ne me trompe pas. oui, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous par mail si vous avez des questions et des remarques par rapport à ces petites formations. Le tutoriel, vous pouvez soit le télécharger directement ici dans la présentation via la petite
la petite flèche en bas à gauche de la slide, soit on le mettra sur notre site bientôt, sur le site de Repair Together. Et cette formation est aussi enregistrée, donc vous pourrez la retrouver bientôt sur la chaîne YouTube de Repair Together. Et n'hésitez pas aussi à aller voir tous les tutoriels qui sont disponibles sur notre site repairtogether.be. Donc voilà, merci beaucoup Alessandro, et merci à tous d'avoir été présents, et on vous dit à demain ou à un autre jour si vous en avez envie. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Manu. Merci à tout le monde et à demain.